Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, dossier, disons, glissant, disons-le, le dossier des blocages autochtones. On en parlait avec Alexis Brunel-Duceppe, le député de Lac-Saint-Jean, un peu plus tôt au cours de l'émission. Puis lui était clair là-dessus. C'est un dossier qui concerne d'abord et avant tout les Premières Nations, le gouvernement autonome, finalement, de Mashteuiatsh. Sauf que, bon, on peut se demander, est-ce que c'est un dossier fédéral, provincial, parce que la forêt, c'est provincial, les affaires autochtones, c'est d'abord et avant tout fédéral parce que les conseils de bande sont une création du fédéral. Pour un avocat constitutionniste comme vous, là, j'imagine c'est un dossier intéressant, ça? Oui, absolument. Mais peut-être un peu tôt pour un mini-cours ultra rapide de partage des compétences, mais dans un premier temps, bon, évidemment qu'Alexis a raison, hein, c'est un litige là, qui concerne d'abord et avant tout les Autochtones sur place, ça va de soi. Mais pour répondre à votre question, Jean-François, de manière plus globale, la façon que ça fonctionne au Canada, c'est que les pouvoirs sont partagés, on le sait, entre Ottawa et les provinces. Ottawa a notamment la compétence en matière autochtones, sur les affaires autochtones, comme on les appelle, là, de manière très large, ce qui n'empêche pas les provinces comme Québec de pouvoir légiférer par la bande, accessoirement, sur le sujet en question, notamment par l'entremise des forêts. Évidemment, ce que je viens de dire là, ça s'applique aussi à l'inverse. Donc, dans le cas qui nous préoccupe, si, par exemple, on voulait intervenir auprès du Conseil de bande, ce serait la prérogative d'Ottawa. Logiquement, tout ce qui a trait au conseil de bande d'un point de vue formel relève effectivement d'Ottawa. Vous avez raison là-dessus. Par contre, quand il y aura des aspects qui toucheront des compétences purement québécoises, comme par exemple la forêt, ceci permettrait justement à Québec d'intervenir sans, par contre, interférer directement avec la compétence fédérale comme telle, qui est celle des affaires autochtones. Donc, tout ici, c'est une question de, comment je dirais, d'équilibre, et aussi on aura à se poser la question suivante, qui est la plus importante. La législation, par exemple, québécoise, ou réglementation, ou la directive ministérielle, peu importe, est-ce que celle-ci a pour objet véritable de toucher les affaires autochtones ou plutôt une compétence québécoise? Si la réponse est non, on reste dans le cadre des compétences qui sont dévolues à Québec, à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. À l'inverse, la réglementation ou la législation sera considérée comme étant inconstitutionnelle. Voilà. Ben, quand même, vous êtes bien débrouillé pour un petit cours 101 là-dessus à 8h17, mais c'est un beau cas de figure pour un constitutionnaliste, effectivement. Pour un examen, notamment. Oui, c'est ça. Et pour l'illustration là, de la complexité du système fédéral et du partage des compétences. Je veux vous entendre aussi, Frédéric, ce matin sur ce référendum là en Ohio, parce que on dit que c'est une victoire pour les militants pro-choix dans le dossier de l'avortement, même si finalement la question n'avait a priori, à tout le moins, rien à voir avec le dossier de l'avortement. Non, puis j'apporterai une réserve, je pense, assez fondamentale, puis je m'expliquerai. C'est sûr que, bon, d'abord, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ohio a tenu un référendum avec la question suivante. Est-ce qu'il devrait être plus difficile de modifier la Constitution? Actuellement, on peut modifier les droits constitutionnels et la Constitution de façon générale en Ohio avec 50% des votes dans un référendum. On voulait rehausser la barre à 60% pour rendre donc plus difficile une modification constitutionnelle. Et là, ironiquement, ce sont ceux qui souhaitent défendre le droit à l'avortement qui se sont dit, qui ont voté en faveur de non, on laisse ça comme ça. On veut que ça demeure à 50% plus 1. Pourquoi? Parce qu'il y aura un nouveau référendum en novembre où on visera à protéger le droit à l'avortement. On sait que la Cour suprême des États-Unis, l'année dernière, dans l'affaire Roe contre Wade, avait dit, ce n'est plus fédéral l'avortement, ça revient aux États, arrangez-vous avec ça. Donc, c'est dans ce cadre-là que ce que je viens de dire s'inscrit. Et au-delà de ça, donc, pourquoi je dis qu'il y a un piège dans tout ça? C'est que c'est beau de dire, oui, OK, en novembre prochain, nous pourrons protéger plus facilement le droit à l'avortement, ce qui, à mon sens, est une bonne chose. Mais le piège est le suivant. C'est que si vous pouvez encore modifier la Constitution avec simplement 50% plus 1 des voix, mais ça vaut pour les deux côtés, là. Bien sûr. Termes, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 6 mois, dans 10 ans, on pourra tout aussi facilement déconstruire ce qu'on a essayé de construire. Moi, si on me pose la question, une constitution, là, c'est pas un buffet. Là. On commence pas à choisir ce qui nous plaît puis ce qui nous plaît pas comme ça selon l'humeur du moment. L'idée d'une constitution, c'est l'inverse, Jean-François, c'est de protéger les droits fondamentaux
de manière sérieuse, de manière solennelle, de manière classique, si je peux dire, et non l'assujettir à l'humeur de la majorité, auquel cas, ce n'est pas tout simplement une protection constitutionnelle. Mais pourquoi est-ce que les républicains voulaient hausser à 60 la majorité nécessaire pour modifier la Constitution? Parce qu'actuellement, en Ohio, il y a une majorité en faveur de la protection du droit à l'avortement, mais cette majorité-là est très faible. Elle oscille dépendamment, entre 51 et 56, 57, 58, dépendamment en d'autres termes. Les républicains se sont dit, si on hausse le seuil à 60 on sera tout simplement incapables. Ils sont incapables d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution de l'État. Donc, ça, c'est une stratégie, ça va de soi. Mais je le répète, le problème, c'est, OK, là, maintenant, on peut encore penser que ce droit-là sera protégé en novembre ou au suite du référendum, ce qui est une bonne affaire. Mais, répétons-le, évidemment, il y a le danger de ça, c'est le jour où l'humeur de la population fera en sorte qu'il y aura, je sais pas moi, 51% des gens qui seront en défaveur de l'avortement, ben on déconstruira ce qui a été construit tout simplement et on dira, ben il n'y a plus de droit à l'avortement d'un point de vue constitutionnel en Ohio. Voilà, donc on aura sûrement l'occasion d'en reparler de ce dossier. Un mot en terminant, Frédéric, sur l'arrêt Jordan, parce qu'on dit qu'il y a encore plusieurs procès au Canada qui sont menacés d'être avortés par l'arrêt Jordan. Vous êtes un fervent défenseur de l'arrêt Jordan pourvu le problème n'est pas là. Oui, c'est pas très populaire de défendre Jordan, mais pourquoi je le défends? Jordan, tout ce qu'il dit, c'est qu'un accusé a droit à un procès dans un délai raisonnable, avec certains, on a prévu certains délais, dépendamment des crimes en question. Mais pourquoi je suis en faveur de ça? Je suis en faveur donc parce que on veut savoir qu'est-ce qu'il y en est quand nous sommes accusés. La présomption d'innocence existe encore, mais aussi et peut-être surtout, Jean-François, il faut penser aux victimes qui ont subi tel ou tel crime. Ben, elles aussi souhaitent que l'accusé ait un procès rapidement. On ne va pas étirer ces histoires-là pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et ainsi de suite. Donc, l'idée de Jordan, à mon avis, est bonne. D'ailleurs, elle est conforme à un droit qui est prévu à la Charte canadienne, soit celui d'être jugé dans un délai raisonnable. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, ça prend par contre des ressources judiciaires, c'est-à-dire des juges, ça prend des gens au palais de justice, des greffiers, des greffières. On sait qu'il en manque tout plein, et ça, tant d'un point de vue fédéral, c'est-à-dire les nominations fédérales, par exemple, la Cour supérieure, que d'un point de vue québécois, c'est-à-dire des juges de la Cour du Québec, et par rapport au staff en question, qui est nommé, qui est embauché et rémunéré par Québec, c'est un désastre absolu depuis déjà quelques années, ce qui fait en sorte que, malheureusement, les juges doivent appliquer Jordan et donc déclarer l'arrêt des procédures dans beaucoup trop de dossiers. Encore une fois, je me répète, c'est pas tant l'idée de Jordan qui est problématique, mais c'est plus sa mise en application. Et pour ça prendra du leadership politique tant à Québec qu'à Ottawa. Frédéric, ça a été un plaisir de vous parler au cours des 4 dernières semaines. Frédéric Tremblay sera de retour la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ben, ça a été très réciproque et puis au plaisir de se recroiser quand l'autre Frédéric sera, je sais pas moi, au diable vos verres. Au revoir.